Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. Ce que vous observez n'a pas commencé par un vote, ni par un discours, ni par une arme. Cela a commencé au moment où la retenue a cessé de fonctionner silencieusement, quand des limites existaient encore sur le papier, mais ne s'appliquaient plus dans la pratique. Rien ne s'est effondré d'un seul coup. Aucune alarme ne s'est déclenchée. Le système a simplement appris à avancer sans demander la permission. Le pouvoir a commencé à agir d'abord. Les explications sont venues après. C'est là le danger. Pas le chaos, pas l'incompétence, mais une structure qui n'attend plus qu'on lui dise non. Vous le ressentez déjà, même si vous ne pouvez pas encore le nommer. Une pression qui se déploie vers l'extérieur et vers l'intérieur en même temps. À travers les frontières, jusque dans la vie quotidienne, si vous avez senti que quelque chose de fondamental a basculé sans pouvoir expliquer pourquoi, restez avec moi. Parce que une fois que ce mécanisme devient visible, il est impossible de ne plus le voir. Et ce qui remplace la retenue ne s'annonce pas. Cela avance silencieusement, étape par étape. Ce qui nous amène à ce qui contrôle réellement le système aujourd'hui. Et pourquoi cela ne ressemble plus à du leadership. Ce qui contrôle ce système aujourd'hui, ce n'est pas l'idéologie, ce n'est pas la loyauté, ce n'est même pas le leadership. C'est l'élan, une forme de pouvoir qui n'a plus besoin de consensus pour avancer parce qu'elle a appris à contourner toute friction. Les lois existent encore, les institutions se réunissent encore. Les votes ont toujours lieu, mais ils ne déterminent plus la direction. Ils fonctionnent comme un bruit de fond, des échos procéduraux qui suivent des décisions déjà prises. Le véritable mécanisme de contrôle, c'est la vitesse. Agir d'abord, forcer la réaction ensuite, défier quiconque de rattraper le retard. C'est ainsi que la retenue est neutralisée, sans jamais être officiellement abolie. Non pas en enfreignant les règles, mais en les dépassant. Non pas en proclamant l'autorité, mais en agissant comme si la permission n'avait plus d'importance. Une fois qu'un système accepte cette logique, les personnalités cessent de compter. Les individus deviennent interchangeables. La structure s'autopropulse. Et voici la partie la plus troublante. Ce basculement n'est pas arrivé violemment. Il est arrivé poliment, progressivement, sous couvert de procédures normales. C'est pour cela que la plupart des gens ne l'ont pas remarqué. Mais la phase suivante n'est jamais progressive. Une fois que l'élan remplace la permission, le système exige une preuve. Et cette preuve arrive toujours sous la forme d'un test. Il fut un temps où ce type de pouvoir avançait lentement, délibérément, avec précaution. Quand les décisions avaient du poids, parce qu'elles étaient difficiles à annuler, quand l'action exigeait l'alignement, quand la force était une dernière étape, pas une première réponse. Ce temps-là est révolu. Ce qui l'a remplacé n'est pas arrivé comme une rupture, mais comme une commodité. Les raccourcis sont devenus des efficacités. Les exceptions sont devenues des outils. Les mesures temporaires sont devenues des habitudes. Et avec le temps, le système a appris quelque chose de dangereux. Que si vous allez assez vite, le contrôle devient optionnel. Que si vous présentez l'action comme urgente, le délai paraît irresponsable. Que si vous agissez avec assurance, la résistance hésite. Alors, la ligne de base a changé. Ce qui exigeait autrefois une explication n'exige plus qu'une affirmation. Ce qui déclenchait autrefois un débat déclenche aujourd'hui une normalisation. Ce qui demandait autrefois des comptes disparaît désormais dans la procédure. C'est le basculement silencieux. Pas de l'ordre vers le chaos, mais du consentement vers la supposition. La plupart des gens ne l'ont pas vu, parce que rien ne semblait cassé. La vie continuait, la machine tournait. Mais quand les systèmes changent ainsi, ils ne s'effondrent pas bruyamment. Ils échouent directionnellement. Et les premières fissures visibles ne ressemblent pas à un effondrement. Elles ressemblent à des incidents isolés.
C'est précisément pour cela que le moment suivant est crucial. Le premier test n'est pas arrivé comme une déclaration. Il est arrivé comme une décision déjà en cours. Un processus formel a avancé. Les votes ont été comptés. Les lignes ont été franchies sur le papier. Et pourtant, rien ne s'est réellement arrêté. Le système a enregistré la résistance et a continué quand même. C'est ainsi que l'on sait qu'une contrainte a échoué, non pas quand elle est violée, mais quand elle est reconnue et ignorée. Ce qui a suivi n'était pas un débat, c'était une défiance enveloppée dans la procédure. Un signal envoyé vers le haut et vers l'extérieur. En même temps, les limites ont été traitées comme des suggestions. L'autorisation est devenue optionnelle. Le retour en arrière est devenu théorique. En surface, cela ressemblait à une confrontation routinière, un choc entre institutions, un désaccord sur l'autorité. Mais en dessous, quelque chose de bien plus important. S'est produit, le système a appris qu'il pouvait absorber l'opposition sans modifier sa trajectoire, qu'il pouvait survivre aux reproches, qu'il pouvait traiter la résistance formelle comme une simple friction de fond. C'est un moment charnière, parce qu'une fois qu'une structure prouve qu'elle peut avancer sans consentement, elle teste jusqu'où cette liberté peut aller et elle ne s'arrête jamais. À un seul test, elle cherche la prochaine surface à pousser et elle ne la choisit pas au hasard. Voici comment le système fonctionne réellement aujourd'hui. Le pouvoir n'a plus besoin de gagner des arguments. Il lui suffit d'y survivre. Une fois que cela devient vrai, la responsabilité se déplace vers l'aval. Ceux qui décident sont protégés. Ceux qui exécutent absorbent le risque. Ceux qui sont affectés portent les dégâts. Ce n'est pas accidentel, c'est structural. Les décisions sont fragmentées entre agences, bureaux et chaînes de commandement. La responsabilité se dissout au fur et à mesure qu'elle circule. Au moment où les conséquences apparaissent, aucun acteur unique ne semble en contrôle. C'est le design. Il permet l'application de la force sans propriété. L'escalade sans auteur, le dommage sans aveu. Ceux qui en bénéficient ne sont jamais présents. Au point the impact. Ils opèrent en amont, dans le langage et l'autorité. Ceux en aval opèrent dans l'urgence et la peur. Et le système se protège en compressant le temps. Les événements vont plus vite qu'il examine. Les actions se produisent plus vite que l'enquête. Les récits se figent avant que les faits soient analysés. Ainsi, quand quelque chose tourne mal, la question n'est plus qui a décidé. Elle devient qui a réagi. C'est ainsi que le fardeau se déplace. C'est ainsi que la responsabilité disparaît. Et une fois ce mécanisme en place, le système cherche une confirmation. Sera-t-il obéi sous pression? Ce qui nous amène au deuxième test. Le deuxième test, avancer plus vite, aucun avertissement, aucune recalibration, aucune pause. La force a été appliquée, puis justifiée, puis scellée. La juridiction s'est rétrécie, le contrôle a disparu. La revue externe était déclarée non pertinente. Les déclarations ont remplacé les preuves, la certitude, remplacé l'enquête. La procédure a été invoquée pour empêcher la procédure. Tout s'est déroulé dans le bon ordre, mais pas dans l'ordre légal. C'est la phase d'accélération. Le moment où le système cesse de se demander s'il peut agir et commence à défier quiconque d'intervenir. Observez le schéma. Action d'abord, narratif ensuite, responsabilité reportée, indéfiniment. Chaque étape est défendable isolément. Ensemble, elles forment une boucle fermée. À l'intérieur de cette boucle, les conséquences ne remontent plus, elles s'arrêtent à la frontière.
Et une fois cette frontière établie, un message est envoyé, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est ainsi que l'autorité teste l'obéissance. Pas avec des annonces, avec des résultats. Si rien n'interrompt ce moment, le système apprend qu'il peut survivre à la visibilité, qu'il peut absorber l'indignation, qu'il peut continuer. Et quand un système apprend cela, il ne ralentit pas. Il cherche l'échelle. C'est ici que le système vous atteint, pas en théorie. Pas sur une carte, mais dans la routine. Quand l'autorité cesse de s'expliquer, elle commence à s'appuyer sur la proximité, sur celui qui est le plus proche, sur celui qui absorbe l'instant. Vous le ressentez comme de l'incertitude, comme une hésitation avant des décisions ordinaires, comme un calcul silencieux que vous ne faisiez pas avant. Que se passe-t-il si je m'arrête? Que se passe-t-il si je me conforme? Que se passe-t-il si je ne le fais pas? C'est ainsi que le pouvoir modifie le comportement sans jamais donner d'ordre. Il crée des conditions où la conformité semble plus sûre que la clarté. Et les coûts n'est pas répartis équitablement. Ils se concentrent sur les familles, sur les communautés, sur ceux qui ont le moins de protection face à l'erreur. Vous n'êtes pas censé voir cela comme une politique. Vous êtes censé le voir comme une fatalité. C'est là le piège. Si cela vous semble lointain, cela ne le sera pas longtemps. Parce que les systèmes qui normalisent la force vers l'intérieur ne la contiennent jamais. Si vous voulez comprendre ce qui vient ensuite, restez avec moi. Parce qu'une fois que cela atteint l'échelle, le système ne demande pas qui est prêt, il avance. Et il entraîne tout le monde avec lui. Une fois qu'un système prouve qu'il peut agir sans retenue. À l'intérieur, il ne reste pas interne, car un pouvoir mu par l'élan cherche vers l'extérieur une validation, une confirmation, de l'espace. Ce qui a commencé comme une condition domestique commence à résonner. Au-delà des frontières, les signaux sont lus, les précédents sont notés, les réponses se forment ailleurs. Non pas parce que quelqu'un veut le conflit, mais parce que les systèmes s'adaptent à ce qu'ils observent. Quand l'autorité traite la souveraineté comme négociable, les autres se recalibrent quand la force est présentée. Comme administrative, les défenses changent. Quand les frontières se brouillent, les alliances cessent de supposer la stabilité. C'est ainsi que les effets d'onde se forment, silencieusement. Avant même d'être nommés, les marchés s'ajustent, la diplomatie se durcit. Les plans de contingence remplacent la confiance. Et voici la partie dangereuse. Ces réactions ne sont pas annoncées publiquement. Elles se produisent dans des salles de planification, dans des coordinations discrètes, dans des documents qui supposent un avenir que personne n'admet encore. Le système interprète cela non comme un avertissement, mais comme une opportunité, comme la preuve que la pression fonctionne, comme la confirmation que la vitesse batte le consensus, ce qui signifie que la phase suivante ne concerne plus la réaction. Elle concerne la trajectoire. Et une fois que la trajectoire remplace le choix, l'avenir se rétrécit rapidement. À partir d'ici, il n'existe plus que 3 directions possibles. La première est l'ajustement. Les limites se réaffirmant discrètement. Les processus ralentissent, l'action juste assez pour compter. Le contrôle revient, pas bruyamment, mais efficacement. Dans ce scénario, l'élan est interrompu avant de devenir une identité. Les dégâts sont reconnus, sans spectacle. Le système absorbe le choc et se recalibre. C'est l'issue, la moins dramatique. C'est aussi celle qui exige le plus de discipline. La deuxième voie
Et l'érosion, rien ne se brise, rien ne s'écorne. Les contraintes restent visibles, mais creuses. Chaque incident est traité comme isolé. Chaque réponse achète du temps, pas une résolution. Ici, le système continue d'avancer, pas violemment, mais sans relâche. Au moment où le basculement devient indéniable, il paraît familier, normal. Trop intégré pour être inversé, sans coup. Et puis, il y a la troisième voie, la rupture. C'est ce qui arrive. Quand l'élan dépasse la légitimité, quand la force interne rencontre une résistance externe, quand le système heurte une limite qui ne cède pas, la rupture n'est jamais planifiée. Elle est découverte et le danger n'est pas de choisir la mauvaise voie. C'est de prétendre que le choix n'existe pas. Parce qu'à ce stade, le système continuera d'avancer. Que quelqu'un le dirige ou non, ce qui rend ce moment dangereux, ce n'est pas qu'il soit bruyant. C'est qu'il semble inachevé. Rien ne s'est effondré. Rien n'a été résolu. Le système fonctionne encore. C'est précisément le problème. Parce que les systèmes n'échouent pas. Quand ils sont faibles, ils échouent quand ils se croient intouchables. Ce que vous observez maintenant n'est pas une fin, c'est une condition. Une posture, une manière d'avancer dans le monde qui suppose que la résistance arrivera toujours trop tard. Il n'y a aucune garantie sur la voie qui suivra. L'ajustement est possible. L'érosion est facile. La rupture est toujours plus proche qu'elle n'en a l'air. Et l'hypothèse la plus dangereuse est que quelqu'un d'autre interviendra, que le moment s'annoncera, qu'il y aura du temps. Il n'y en a généralement pas. Si cela vous a troublé, c'est normal. Parce que la clarté précède les conséquences, elle ne les suit pas. Restez avec cette histoire. Observez comment le système se comporte lorsqu'il est à nouveau testé. Car il le sera. Et le prochain test ne ressemblera pas au précédent. Si vous voulez comprendre où mène cette trajectoire et à quel point nous sommes déjà proches du bord, c'est là que nous allons ensuite. Ne détournez pas le regard maintenant.